Notre ligne de défense, c'est d'abord de dire qu'elle est innocente. Aujourd'hui, elle est présumée innocente. C'est quand même important de le rappeler parce que ce qui est dit ici et là, ça va quand même pas dans ce sens-là. Et donc, la ligne de défense de Madame Diallo, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément matériel qui permet de relier Madame Diallo aux agresseurs, ni directement, ni indirectement. Et donc, on va œuvrer, on va travailler du côté de la défense pour déconstruire les quelques éléments qui ont été mis en exergue, qui, à notre sens, ne tiennent pas la route, et poursuivre cette instruction, à la fois du côté de l'accusation et aussi, à partir de maintenant, du côté de la défense, pour avoir un équilibre des armes, pour avoir une forme d'égalité de traitement. Et donc on mettra aussi du côté de la défense tous les éléments à décharge qui viennent éloigner Madame Diallo de ce dossier. Écoutez, c'est vrai que de ce côté-là, on fait face, si vous voulez, à une forme de déséquilibre évident, parce qu'effectivement, il y a les avocats des parties civiles, il y a l'accusation, il y a le ministère public, il y a la police judiciaire de Versailles. Et donc c'est vrai que nous, on se trouve un petit peu démunis face à ça, en tout cas jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, on va faire falloir nos arguments et les éléments que l'on pourra porter à décharge. Alors, la véritable victime, c'est évidemment Madame Amraoui qui a subi des coups et sa personne n'en disconvient. Mais ce qu'on constate du côté de la défense, c'est qu'il y a une seconde victime qui s'appelle Aminata Diallo, qui d'abord a été molestée le soir des faits et qui a été contrainte d'être plaquée contre son volant dans le véhicule. Donc c'est ce que l'on défend du côté de la défense. Et le fait que Madame Amraoui ait été victime ce soir-là ne veut pas dire que Madame Diallo ait été coupable ou ait été l'agresseur ce soir-là. Il n'y a pas une espèce de mécanisme de responsabilité entre une agressée et l'agresseur. Il y a effectivement un agresseur, et nous, ce qu'on dit aujourd'hui du côté de la défense, c'est simplement qu'il faut explorer d'autres pistes. Lesquelles ? Alors moi, je suis pas du côté du ministère public, j'ai pas les moyens du ministère public, j'ai pas la capacité de sonoriser des véhicules, des appartements, comme ça a été fait sur Madame Diallo, sans qu'on ne retrouve rien dans ces sonorisations, si ce n'est une inimitié dans le monde du football qui existe dans tous les ressorts. De sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que vous allez sonoriser n'importe quel sportif de haut niveau, du patinage au basketball en passant par le rugby et le football, vous écouterez et vous entendrez des choses qui ne sont pas très belles, qui ne sont pas très jolies. Donc, moi, je n'ai pas la capacité de sonoriser et de faire des actes d'enquête sur les personnes qui pourraient être impliquées dans ce dossier. La seule chose que je sais et la chose dans laquelle je suis convaincu, par laquelle je suis convaincu aujourd'hui, c'est que tous les actes d'enquête ont été faits à l'endroit, à l'encontre d'Aminata Diallo, et je pense qu'il aurait été utile, qu'il aurait été nécessaire d'explorer d'autres pistes. Alors, il y a eu très peu de pistes explorées, et quand je dis très peu, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que nous, on a consulté le dossier depuis vendredi, il y a des milliers de cotes dans ce dossier, et je crois ne pas me tromper si je dis que 90-95% des cotes concernent Aminata Diallo. Et donc je crois qu'il y a, on peut parler de disproportion entre les actes d'enquête qui sont réalisés à l'encontre d'Aminata Diallo et les autres pistes qui, à notre sens, auraient pu être explorées. Vous savez, le fait que les joueuses de football souhaitent avoir leur place en équipe de France, c'est pas un mobile, c'est une réalité pour quasiment toutes les joueuses de football de France. Il y a quelque chose qui relève de la fable dans ce dossier, c'est le fait qu'il y aurait une concurrence sportive réelle entre Keira Amraoui et Aminata Diallo. D'un mot, elles ne jouent pas au même poste, c'est quelque chose d'important. Alors, elles n'ont pas systématiquement joué... Alors, elles n'ont pas joué plus exactement au même poste, puisque tout simplement, elles n'ont plus joué ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matchs où Madame Diallo, Madame Amraoui ont joué ensemble, en 6 et en 8, pour faire de la technique, on va dire. Il y a un certain nombre de matchs où Madame Diallo a pu remplacer Madame Amraoui. La réalité, c'est que leurs profils ont été compatibles au PSG. Et pour ce qui est de l'équipe de France, moi je tiens à rappeler une chose, c'est que Madame Amraoui faisait son retour en équipe de France après une très longue période dans laquelle elle n'était pas appelée pour tout un tas de raisons qui n'intéressent absolument pas la justice, tout comme Madame Diallo. C'est une fable que de penser que si Keira Amraoui n'était pas en équipe de France, nécessairement Aminata Diallo y serait. Tout comme c'est une fable
de penser que si Kéra Amraoui n'était plus apte à jouer pour le PSG, Aminata Diallo allait lui prendre sa place. Voilà. Tout ça, c'est une construction. Il faut bien un mobile dans un dossier. Et en matière sportive, on peut en trouver 250. La réalité, c'est que celui-là ne tient absolument pas, ni sportivement, ni au vu du dossier que nous avons pu consulter. On est dans un contexte extraordinairement concurrentiel. C'est le monde du sport de haut niveau. Que des coéquipiers ou des coéquipières puissent avoir des brouilles tous les jours, toutes les semaines. Ça arrive sur les terrains de tous les sports à tous les niveaux. La réalité, c'est que pour un sale pute, comme vous le dites, il y a énormément de messages entre Mme Diallo et Mme Amraoui qui en réalité démontrent qu'il y a une entente cordiale. Et c'est le cas de tous les clubs. Je ne vais pas faire du name dropping et vous dire que l'actualité récente montre que du côté de la section masculine du Paris Saint-Germain, il peut y avoir des brouilles qui se résolvent sur des questions de pénalty. Voilà. Mais la réalité, c'est que oui, il y a une entente. Maintenant que chacune est un objectif personnel, ça s'appelle le sport de haut niveau. Donc cette inimitié, en réalité, elle doit être extraordinairement nuancée à notre sens. Sur la libération d'Aminata Diallo, nous sommes d'abord évidemment très heureux qu'elle ait été remise en liberté après avoir vécu un choc carcéral très important. Aujourd'hui, du côté de la défense, avec mes confrères Romain Ruiz et Chloé Redon, nous sommes mobilisés à démontrer l'innocence d'Aminata Diallo. Notre cliente est aussi combative, prête à démontrer son innocence. Nous avons pu consulter le dossier depuis vendredi, depuis sa mise en examen. Et il est vrai que dans un premier temps, si dans un premier temps, nous avons eu une lecture du dossier parcellaire à travers les médias qui en faisaient une lecture très à charge, la lecture approfondie du dossier depuis près maintenant d'une semaine nous a rassurés sur l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs. On estime qu'elle a été placée en incarcération provisoire sur des éléments factuels qui ne méritaient pas l'incarcération provisoire, et d'ailleurs aujourd'hui elle est remise en liberté. Sur les écoutes dont vous parlez, ce sont des écoutes partielles, parcellaires, partiales, qui existent dans tout le domaine du sport. Et là, peut-être que mon confrère Romain Ruiz va vous expliquer peut-être un peu plus ce point-là. Oui, effectivement, les écoutes qui ont pu sortir dans la presse, en réalité, sont encore une fois des écoutes de contexte. La réalité de ce dossier, c'est que nous n'avons pas une écoute qui relie Mme Diallo à l'un des agresseurs, qui permet de constater qu'elle a donné un ordre, qu'elle a commandité quoi que ce soit. Effectivement, elle s'exprime parce qu'elle a été entendue très longtemps, sur une très longue période de temps, par les enquêteurs. Elle s'exprime sur le monde du sport, sur sa carrière sportive et sur le ressenti qu'elle peut avoir par rapport à ses performances et au rendu de ses performances vis-à-vis de ses entraîneurs. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Si aujourd'hui, le fait d'entendre une sportive qui n'est pas heureuse du traitement médiatique ou du traitement qu'elle peut avoir sur un terrain, ça établit une culpabilité, alors dans ce cas-là, il y a énormément de gens dans le milieu du foot qui peuvent avoir un tout petit peu peur aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une écoute réellement incriminante sur ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire l'agression dont a fait l'objet Kéra Amraoui. Ouais, on a déjà contredit un petit peu les motifs qui avaient été invoqués par le ministère public. Il y avait deux types de motifs, des motifs qui tenaient à la poursuite sereine des investigations et puis un motif qui était plutôt sur le risque de fuite. Donc on a déjà démontré que ça faisait 10 mois que les investigations s'étaient poursuivies sans entrave de la part de Mme Diallo, qui avait eu beaucoup d'investigations, et que Mme Diallo n'avait jamais cherché à les entraver, n'avait jamais tenté de se concerter, n'avait jamais fait pression sur qui que ce soit, et que donc on voyait mal comment aujourd'hui ça pouvait motiver son placement en détention provisoire. Et puis sur le risque de fuite, effectivement, on a proposé un projet très solide. Il y avait quand même 4 propositions d'hébergement et d'éloignement différentes. Donc on a fait beaucoup de propositions, un cautionnement qui pouvait être préalable si le juge le souhaitait. On a fait aussi certaines propositions qui n'ont pas été retenues. Mais ça paraissait un petit peu fou de considérer qu'elle allait prendre la fuite, alors que ça fait encore là 10 mois
qu'elle est restée et qu'elle est dans une optique de se battre et de rester pour se battre. Et donc finalement vous avez tous, je pense, vu dans le communiqué les obligations qui ont été retenues avec effectivement remise du passeport, interdiction de sortir du territoire, voilà, et un pointage, un éloignement, un cautionnement, qui sont effectivement des propositions que nous avons faites. Alors, ce n'est pas tellement la réponse de notre cliente, c'est surtout la réponse du dossier. C'est qu'on sait qu'effectivement, et c'est les agresseurs qui le disent, ils ont été commandités par un individu. Cet individu, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui. Et donc, je mets quand même en garde l'ensemble des journalistes et aussi du côté de l'accusation, les raccourcis intellectuels qui pourraient être faits, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un commanditaire, qu'il y a un intermédiaire qui n'est pas identifié. Et le jour où cet intermédiaire ou ce commanditaire sera identifié, eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui ont traîné dans la boue, qui ont lynché, qui ont sali, qui ont malmené ces 96 dernières heures Aminata Diallo, eh bien, il ne faudrait pas que ce jour-là, il faudrait plutôt que ce jour-là, il puisse se regarder dans un miroir. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une personne qui a commandité cela, et factuellement, dans le dossier, on n'arrive pas encore à identifier cette personne. Pour qui est-ce qu'elle a agi? Pour quel but? Pour quel objectif? Pour le compte de qui? Aujourd'hui, ça n'est pas su. Alors, évidemment, et vous allez peut-être m'interpeller là-dessus, les agresseurs désignent collectivement et individuellement Aminata Diallo. Enfin, la belle affaire, ça fait 10 mois que toutes les suspicions, que l'œil de Sauron est sur Aminata Diallo. Vous voyez bien que c'est très facile pour ce commanditaire, Monsieur X, ou pour cet intermédiaire, de réunir les 4 agresseurs et de dire, le jour où vous vous faites attraper, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Je crois qu'il faut prendre son temps dans ce dossier. Et du côté de la défense, on prendra tout le temps nécessaire pour prouver l'innocence d'Aminata Diallo. Alors, aujourd'hui, clairement, elle n'envisage pas son avenir sportif, elle est dévastée. Aminata Diallo, c'est quand même quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, c'est important de le rappeler, qui n'a jamais été connu par les services de police, contrairement à l'image qu'on veut lui coller. C'est une sportive de haut niveau, qui a dû faire preuve d'abnégation, qui a dû faire preuve d'un travail acharné pour en arriver là où elle en est arrivée. Aujourd'hui, son seul combat, le match qu'elle veut jouer, si je puis me permettre de filer la métaphore, c'est son innocence. Elle veut prouver son innocence. Elle est combative, elle est déterminée, elle est évidemment, et on ne va pas se cacher, choquée par l'incarcération qu'elle vient de subir. On parle d'un choc carcéral, mais elle est déterminée avec ses avocats du côté de la défense pour prouver son innocence. Il y a une instruction qui est en cours, il y a des actes d'enquête qui vont être faits. Nous allons du côté de la défense demander, nous aussi, des actes pour que son innocence soit faite. Aminata Diallo, c'est d'abord une jeune femme très sensible. Nous avons, du côté de la défense, été touchés par sa sensibilité. C'est une grande professionnelle, c'est une acharnée du travail. Alors on va lui reprocher d'être acharnée du travail, on va lui reprocher d'être peut-être trop déterminée. Mais la réalité, c'est que quand on veut arriver à ce niveau-là, que ce soit Aminata Diallo, que ce soit Kaira Amraoui, que ce soit des joueurs de la section féminine ou masculine, on doit être un bourreau du travail, on doit avoir une détermination, la détermination qu'ont tous les sportifs de haut niveau. Aminata Diallo, j'ai envie de le dire en ces termes, c'est une carapace, mais quand vous creusez un petit peu cette carapace, c'est un cœur tendre. Et c'est vrai que ça lui fait beaucoup de mal, les unes des journaux, les photos qui sont choisies avec un visage peut-être un petit peu dur à l'entraînement. Et donc il ne faut pas oublier qu'Aminata Diallo, c'est aussi une famille qui est derrière. Ce sont des parents, ce sont des frères, ce sont des amis. Et tout à l'heure, on m'a demandé si Aminata Diallo avait été victime. Oui, je pense qu'Aminata Diallo a été victime. Je pense qu'elle est victime encore aujourd'hui de l'image qui est dépeinte d'elle dans les médias. Et donc, évidemment, nous serons là du côté de la défense pour assurer
au maximum de représenter Aminata Diallo telle qu'elle est et non pas telle qu'elle est dépeinte. Là, pour l'instant, elle n'a pas forcément très envie de s'exprimer. Pour l'instant, comme je vous ai dit, elle est d'abord choquée. Quelqu'un de choqué n'a pas forcément envie de s'exprimer. Elle s'exprimera forcément en temps utile. Elle s'est exprimée devant le magistrat instructeur. Elle s'est exprimée devant le juge des libertés de la détention. Je crois que sa parole est réservée d'abord à prouver son innocence devant l'institution judiciaire. Maintenant, est-ce qu'elle a envie de s'exprimer dans les médias? Pour être parfaitement honnête et parfaitement transparent avec vous, ce qui a été dit dans les médias collectivement et individuellement n'a pas été très joli pendant ces 96 dernières heures. Il y a eu des extractions de petits messages, de petites choses comme ça qui ont été dites pour en dépeindre Aminata Diallo de façon assez péjorative. Donc pour l'instant, je pense qu'elle a besoin d'un peu de recul. Elle a besoin de retrouver sa famille, de sentir un tout petit peu le goût de la liberté après 5 jours d'incarcération très dure, très compliquée, psychologiquement, physiquement. Donc pour l'instant, elle consacre sa voix à l'institution judiciaire.